sur le cloud. Yes, on l'a. OK. L'enregistrement est lancé. Plein de gens qui continuent à s'admettre. Donc, je vais cliquer de temps en temps sur admettre. Ne vous en faites pas, tout va bien aller. Bonjour à tous, bonsoir, bonne nuit pour certains. Il y a vraiment plein de gens qui se connectent, c'est cool. Ça va être un succès. Yeah! On aime ça. Donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mon cher Hervé. On va pouvoir s'amuser ce soir. Ça tombe bien, on a un événement la semaine prochaine, en fait, vendredi, samedi, juste avant la Saint-Valentin. Les appareils en sourdine, s'il vous plaît, pour ceux qui sont connectés. On peut voir vos visages, par contre, si ça vous intéresse. Ça nous fait des visages un peu pour parler. Mais gardez ça en sourdine, s'il vous plaît, votre appareil, parce que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée des petits problèmes auditifs dans la place. Puis je n'ai pas trouvé l'option pour vous mettre en sourdine. Je vais juste vérifier si je peux le faire, là. Mais tout mettre en sourdine, à part Dr Thomas. Tiens. Demander la réactivation du micro. Puis, est-ce que tu peux rouvrir ton micro, Dr Thomas? Oui, c'est bon. Oui, OK, c'est bon. Parfait. Le mien, tu m'entends aussi? Parfait. Tout est beau? OK, parfait. Là, tout le monde va être en sourdine en rentrant, possiblement, j'espère. Alors voilà, on disait donc qu'on donne une formation, une toute nouvelle formation dont le Dr Thomas est super excité de nous parler, en fait, l'optimisation de la mitochondrie, suite à beaucoup d'années de réflexion par rapport à la respiration. Puis c'est devenu un peu un sujet chaud, la respiration, à cause justement des mesures sanitaires qui ont été mises en place pour le COVID, c'est-à-dire les masques, etc. Donc, Dr Thomas, je prends la parole un petit peu, là. Dr Thomas a décidé de consacrer beaucoup de son temps sur la compréhension des mécanismes de la respiration. Il était déjà un expert au niveau de la circulation lymphatique, de la posture assise, etc. On avait déjà le mandat d'éduquer les gens par rapport à la posture assise, les méfaits du manque d'exercice, les méfaits d'un manque de circulation lymphatique qui aussi contribue autant au réseau sanguin qu'au réseau respiratoire. Donc, il y avait déjà beaucoup de recherches de fait là-dessus. Et ensuite, on en est venu à des problèmes de déficit respiratoire qui peut entraîner les masques. Donc, on est devenu dans plusieurs opinions qui sont similaires, c'est-à-dire, moi, je faisais des tests au niveau du système nerveux central et de la respiration. Je voyais que les masques, dans la plupart des cas, ça crée un dysfonctionnement au niveau du système nerveux central. Dr Thomas est allé chercher beaucoup de recherches, en fait, au niveau de la biochimie du corps, le fonctionnement cellulaire, etc. Donc, cette formation-là est née de, je crois, de cette intention-là, de ramener les gens à un niveau de santé optimale, c'est-à-dire que ça commence par la cellule, évidemment. Donc, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter dans l'introduction. Ça ressemble pas mal à ça. Oui, tu es encore en mute, ça ne sera pas long. Je vais revérifier. Paramètres. Oui, c'est bon, OK. Tu t'étais auto-mute. Là, je ne vois pas ta caméra, par exemple. Tu veux-tu réactiver ta caméra? C'est probablement, non, c'est quelqu'un qui s'est connecté puis ça l'a enlevé la caméra, là. Ouais, parce que moi, je vois toujours. Moi, je te vois et je me vois aussi. Bon, OK, parfait. C'est de retour. OK, excellent. Donc, je vais le dire de temps à autre. Les gens, on reconnecte, s'il vous plaît. Pas d'audio. Vous pouvez mettre votre caméra si vous voulez, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, levez la main. Il y a une petite option comme ça. On va pouvoir interagir tous ensemble. Le but, c'est que ça reste une interaction. Évidemment, on laisse le Dr Thomas parler parce qu'il y a un certain discours programmé quand même. Donc, sur ce, on y va. Je te donne la parole. J'ai pas spécialement programmé un speech. L'idée, c'était de répondre un petit peu aux questions que les gens pouvaient se poser par rapport à cette formation et pourquoi on s'intéresse à la mitochondrie tant que ça. C'est vrai que moi, je me suis passionné pendant des années, on va dire même depuis 25 ans maintenant, à la respiration, plutôt à l'échelle macro.
c'est-à-dire la ventilation, le fonctionnement de la cage thoracique, les relations avec le diaphragme, les variations de pression, les répercussions sur la circulation lymphatique. Et on avait conscience que les problèmes respiratoires et les problèmes respiratoires du sommeil, les ronflements, les apnées, tout ça avait une incidence sur le fonctionnement du cerveau, mais c'était pas un domaine que j'avais particulièrement exploré. Et puis là, j'ai vraiment voulu aller plus loin dans la compréhension, et donc on est rentré un peu dans le micro et comprendre un petit peu quels étaient les mécanismes de régulation au niveau du cerveau par rapport à la respiration, puisque c'est le cerveau qui contrôle et qui ordonne aux muscles respiratoires d'animer la cage thoracique et donc la respiration. Ouais. Donc, il y a là-dedans quelque chose d'hyper important. Donc, à la base, au niveau de la cage thoracique, pour qu'elle soit fonctionnelle d'un point de vue anatomique, son organisation, l'organisation posturale de la colonne vertébrale, et puis la bonne synergie musculaire du diaphragme et de la sangle abdominale notamment, et puis de tous les muscles respiratoires accessoires. Et on a longtemps réfléchi déjà à cette machine complexe, comment l'optimiser pour favoriser et optimiser les échanges d'air pour optimiser en fait l'utilisation musculaire, rendre la ventilation optimale. Là, je suis donc allé voir un peu plus dans le cerveau les centres de régulation, comment ça fonctionne. Alors, c'est super troublant parce que c'est intriqué avec plein d'autres choses. C'est intriqué avec la régulation de l'appétit et de la glycémie, notamment. C'est en pleine connexion avec les centres du sommeil, avec la régulation de notre horloge biologique. Et c'est assez étonnant de voir comment finalement les troubles de la respiration se manifestent par toute autre chose finalement que ce qui évoque des troubles respiratoires. Les premiers symptômes d'un déficit respiratoire ou d'une respiration qui décline, c'est plus volontiers finalement, ça commence plus volontiers par des troubles du sommeil, une déstructuration du sommeil, une perturbation de la qualité du sommeil, et finalement le premier signe du déclin respiratoire, en fait, c'est de se réveiller fatigué. C'est la fatigue. Bien vu. Et puis, ce qui est troublant aussi, c'est de voir que finalement, la capacité respiratoire, c'est le marqueur le plus puissant en termes de mortalité et de risque de développer des morbidités, des maladies chroniques, l'hypertension artérielle, les troubles métaboliques, les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes et les cancers, qui sont, avec les maladies neurodégénératives, vraiment les maladies qui affectent le plus la santé de la population à l'heure actuelle. Tous ces mécanismes sont liés à une baisse de la fonction respiratoire, des perturbations du sommeil, un dérèglement du système neurovégétatif, souvent des dérèglements de l'appétit et des comportements alimentaires. Et ça peut aussi ouvrir la voie aux comportements addictifs qui peuvent être alimentaires ou qui peuvent être à d'autres substances ou à d'autres comportements. Et toutes ces maladies sont aussi également associées à la dysfonction mitochondriale. As-tu vu beaucoup de liens directs ou c'est beaucoup des liens indirects dans tes recherches? Moi, j'avance d'une publication à une autre en cherchant des références qui m'intéressent. Quand je lis quelque chose qui m'étonne ou que je ne comprends pas, je creuse, je cherche autour jusqu'à tout bien comprendre. Je vous montrerai mes fichiers de travail. Vous voyez, c'est des schémas sans fin qui partent dans tous les sens avec les petits sacrés qui bouclent et puis ça.
Donc là, j'arrive à une synthèse à peu près sympa. Et on ne peut pas, aujourd'hui, finalement, à mon sens, voilà, on ne peut pas parler de respiration sans mitochondrie, puisque c'est là que se produit la consommation, entre guillemets, de l'oxygène et la principale production de dioxyde de carbone. Et dans une logique purement simple pour que les gens comprennent à quel point c'est vital. Le premier acte en tant qu'humain qu'on fait, c'est respirer et c'est aussi le dernier. Donc, si on parle d'énergie cellulaire, on n'a pas le choix de respirer. Et puis, mais la mitochondrie, c'est hallucinant de voir tout ce qui a été découvert finalement, moi, depuis le moment où j'ai fait mes études. La mitochondrie, j'ai surtout appris ça en première année de médecine. On nous explique que c'est un organite de la cellule qui sert à fabriquer l'énergie. On t'explique tout bien, le cycle de Krebs, la chaîne respiratoire, comment ça fonctionne. Mais c'est hallucinant tout ce que j'ai appris et découvert sur le fonctionnement du cerveau et des mitochondries. Dans la recherche vraiment récente, dans les dernières années sur les mitochondries, on a découvert des choses, mais qu'on n'imaginait pas, quoi. Je veux dire, ça remet. Dans cette démarche, j'ai tellement remis en question des concepts sur lesquels reposaient mes idées depuis des années et des années, en pensant que ce n'étaient pas des choses qui avaient pu être mises en cause, mais j'ai halluciné. J'ai halluciné. Donc, il y a vraiment une grosse mise à jour des connaissances à ce sujet-là. Et les mitochondries, là, on pourrait en parler. Je veux dire, les mitochondries, c'est notre vitalité, quoi. C'est comme un organe, c'est comme un espèce de masse tissulaire d'origine bactérienne à la base. C'est ça. Faut comprendre, c'est que dans une cellule, tu as un fragment d'ADN, ton code génétique de la cellule, mais dans la même cellule, qui va avoir en moyenne 3 à 400 mitochondries par cellule, en moyenne, tu vas avoir jusqu'à 2000 ADN mitochondriaux. Wow. On a dans notre corps, mais considérablement plus d'ADN mitochondrial en termes d'unité que de notre propre ADN. Ces mitochondries, elles sont vraiment adaptables en permanence. Si tu veux, c'est pas quelque chose, c'est pas un organe qui est là, qui est fixe, qui a une fonction mécanique. C'est quelque chose qui est profondément adaptatif aux conditions. Et quand les conditions sont bonnes, quand il y a de l'oxygène, quand il n'y a pas d'excès de dioxyde de carbone, quand l'acidité est bonne, quand toutes les conditions homéostasiques sont idéales, les mitochondries, en fait, elles s'organisent en espèces de grands tubes qui sont connectés un peu avec les uns avec les autres. C'est vraiment un réseau, en fait. C'est un réseau qui se restructure en permanence. Et donc, quand ça va bien, ça forme des grands tubes qui sont des usines à produire de l'énergie qui sont beaucoup plus performantes quand ils sont dans cette configuration-là. C'est là que tu fabriques le plus d'énergie pour le moins de production de stress oxydatif, de radicaux libres. Intéressant. Et quand les conditions sont moins bonnes, alors ces tubes, ils vont se scinder. On appelle ça la fission mitochondriale. Et tu vas avoir des petits morceaux de mitochondries qui vont se constituer plutôt que des grands tubes. Et dans ces cas-là, les mitochondries produisent moins d'énergie et produisent beaucoup plus de stress oxydatif. Ça me fait penser en hématologie, les rouleaux sanguins avec les globules rouges, là, leur forme, puis moins qu'ils sont aller, plus qu'ils vont écraser, puis on va avoir une dysfonction. C'est un peu dans le même principe. Voilà, pour ça, on peut mettre ça très simple, une mitochondrie, pour ceux qui ne sont pas habitués en biologie, c'est la centrale d'énergie, en fait, de la cellule. Donc, ce que Dr Thomas disait, c'est qu'on a plusieurs centaines, je crois, par cellule, 300 environ.
300-400 mitochondries par cellule en moyenne. Ouais. C'est d'origine bactérienne. Puis là, ce que j'ai compris au niveau de l'ADN, on a dit 2000 adénomitochondries. Comment tu as dit ça? On a 2000 ADN mitochondriaux par cellule à peu près. Ça m'intéresse parce que ce n'est pas quelque chose que je comprends. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie de notre information de l'ADN qui est storée au niveau de la cellule avec la mitochondrie ou... Oui. Alors, l'ADN mitochondrial, en plus, il est beaucoup plus fragile que l'ADN nucléaire parce qu'il n'est pas protégé. Okay. Il n'est pas protégé par les histones, il n'est pas enveloppé de la chromatine. Donc, il mute très facilement. Mais c'est pour ça que ça doit être très, très, très recyclé, la mitochondrie. OK, bon, c'est vraiment intéressant. Là. Au patrimoine génétique. Donc, plus que la membrane, j'ouvre une parenthèse, là, plus que la membrane cellulaire est affectée par la respiration, l'oxydation, des trucs comme ça, moins que la mitochondrie va être efficace, autrement dit. Là, ça, je comprends bien. C'est la mitochondrie en elle-même, enfin le bain dans lequel elle se trouve, c'est-à-dire dans la cellule. Mais attention, c'est qu'on a des nouveautés. Dehors, on a découvert qu'il y avait des mitochondries dans le sang hors cellule. Parce que en fait, donc comme je t'ai expliqué, donc il y a les mitochondries, elles peuvent donc soit fusionner, les fragments de mitochondries peuvent fusionner entre eux pour construire des tubes de plus en plus longs et de plus en plus performants, ou bien le mécanisme de fission, c'est-à-dire que les tubes se réduisent en plus petites unités qui sont moins performantes et qui génèrent plus de réactifs, de dérivés réactifs de l'oxygène. Ah. Stress oxydatif. Probablement un truc adaptatif qui sert aussi, j'imagine. Ce n'est pas seulement l'échec du système. Parce que donc, on pensait, enfin moi j'étais convaincu que si tu veux les mitochondries c'était des organites donc qui étaient attribués à une cellule et puis voilà. Mais non, en fait, une cellule qui est en souffrance par exemple, avec une autre cellule un peu plus loin qui est pas elle en tant en souffrance que l'autre, va pouvoir lui partager des mitochondries. Les fragments de mitochondries peuvent être échangés entre les cellules, en fait. Et il y a des mécanismes qui font que voilà, qu'une cellule qui est prête à mourir parce que son équipement mitochondrial, sachant que la manière dont fonctionnent ces mitochondries, quand elles fonctionnent bien, la cellule va bien et c'est la mitochondrie a un peu le droit de vie ou de mort sur la cellule. La mitochondrie, quand elle perd sa fonction ou qu'elle devient poreuse, il n'y a plus les gradients électrochimiques qui permettent à la mitochondrie de fonctionner et ça entraîne la mort de la cellule. Donc, c'est encore là le principe de perméabilité. La cellule elle tombe en dysfonction graduellement, tout comme la membrane intestinale, ça devient poreux, les échanges, les déchets sont bien, les nutriments rentrent bien. Voilà. La cellule en souffre. C'est intéressant parce que c'est vraiment, je dirais, bactérien comme comportement, là, un système très communautaire d'entraide. Puis qui savent que s'il y en a une qui ne va pas bien, mais c'est tout le lot qui va souffrir. C'est dommage qu'on retrouve de moins en moins cela chez l'être humain dans cette société. Qui est un beau modèle de société, c'est dommage parce que si on regarde les humains en ce moment, on aurait besoin de faire ça. Là. On aurait besoin d'être beaucoup plus présent. Puis dans la maladie, l'homme a peur. Puis qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il s'écarte. Il s'isole. Il y a des bonnes choses il y aurait des bonnes choses à apprendre, des bons principes à apprendre dans la nature et à appliquer en politique. Ben, il n'y a pas de. Bon, est-ce qu'il y a ou pas une société? Il y en a sur les fourmis, il y en a chez les abeilles, il y en a chez différents insectes, mais au niveau cellulaire, c'est plus primitif. Là. Donc, ces bactéries-là, ces parasites-là, ils ne sont pas vraiment dans un contexte société. Ils travaillent ensemble. Puis... Là, je dirais que c'est même au niveau des cellules, parce que c'est la cellule, c'est la cellule qui va signaler. Hein,
Mais effectivement, voilà, on a dans un contexte où tu vas avoir une cellule isolée en souffrance, les autres, si elles vont bien autour, tout va bien se passer. Mais si tout le monde est en souffrance, bon, bah, c'est le patrimoine mitochondrial général qui se dégrade. Et finalement, c'est ça. Le principe enfin, c'est ce qui génère la maladie progressivement, la maladie, le vieillissement, l'affaiblissement lié à l'âge. On aurait besoin des probiotiques pour les cellules. Non, je déconne, là, mais en fait, on est vraiment la collaboration de milliers des fungus, des parasites, des bactéries, des virus. On est composé de ça, puis j'aime bien mettre ça à la blague, là, mais j'ai réalisé que si je collabore dans le corps de Nicolas Desjardins, puis que je crée des neurotransmetteurs qui lui envoient des messages au cerveau qui lui disent mange ça, ça va m'aider à survivre. Ben, on a plein de demandes comme ça qui viennent par nos bactéries, qu'on est inconscient, qui guident quand même notre quotidien, nos désirs, nos besoins. Mais à un point incroyable. C'est-à-dire ouais. que à ce fonctionnement mitochondrial, et donc en particulier au niveau du cerveau, est complètement lié à des productions de neurotransmetteurs et d'hormones qui influencent considérablement nos comportements, nos envies, nos pensées. Ça va hyper loin. Par exemple, je me suis intéressé notamment à deux molécules super intéressantes, le BDNF. Oui, Brain Derived Neurotrophic Factor. Voilà, le principal facteur de croissance du cerveau, ouais. Qui est extrêmement important pour la préservation des neurones existants, mais aussi pour la création des nouvelles connexions entre neurones. Oui, qui sont super dépendantes du sport, justement. Hein. On peut refaire un lien pour les gens un petit peu moins biologiques. Oui, l'activité, en fait, cette molécule, elle est dépendante de l'activité. Si tu n'es pas actif, tu ne la fabriques pas. Ouais. Et c'est une molécule qui est plus associée à la journée, au jour. Et la nuit, et donc... Guillaume, je pensais que tu voulais dire qu'elle se renouvelait chaque jour. Si tu n'as rien fait aujourd'hui, tu n'en as pas produit, mais c'est un peu ça aussi. Là. Mais... Non, mais par rapport au cycle jour-nuit. OK. C'est une molécule que tu produis dans la journée. Ah, OK. Quand il y a de la lumière. Intéressant. Et avec l'activité. Donc, du métabolisme. Je peux faire une petite parenthèse en neurologie. La lumière va rentrer dans l'œil. Puis le mésencéphale, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va produire cette énergie-là en inhibant la mélatonine. C'est surtout à cause du lien avec la pinéale puis tout ça. Ça, c'est la nuit. Donc, ouais. la Mais journée... le jour aussi, la lumière va influencer en éliminant la production de mélatonine, tout simplement. Donc, puis plus la luminosité baisse, plus que la mélatonine peut reprendre le dessus. L'activité de la pinéale va changer. Donc, oui, pour la mélatonine d'origine pinéale. C'est un peu d'inhibition. Là. Parce que de la mélatonine, il y a toutes nos cellules peuvent faire de la mélatonine, c'est essentiel à la préservation des mitochondries, parce que c'est un des produits antioxydants ou qui génère des produits antioxydants majeurs. Je pense que c'est produit 90%. Son rôle la nuit est essentiel. Et je vais y venir. C'est la deuxième molécule la plus importante pour moi actuellement, c'est la mélatonine, effectivement, la mélatonine pinéale. Voilà. Et donc le BDNF, effectivement, c'est lié à l'activité, et la production de BDNF, elle est aussi favorisée par d'autres facteurs, des facteurs métaboliques, donc l'alimentation, la température aussi a une influence, les expositions au froid ou au chaud. Ça je ne savais pas ça. Intéressant. Et puis la mélatonine, surtout la mélatonine pinéale, donc ça, c'est vraiment le bain de jouvence, en fait, hein, qui est lié au sommeil. Et quand le sommeil est perturbé, c'est souvent associé à un déficit de production de la mélatonine pinéale. Qui est déversé partiellement directement dans le liquide céphalorachidien. C'est ça sa spécificité. C'est-à-dire que tous les produits, toutes nos cellules produisent plus ou moins un peu de mélatonine. Oui.
Mais la mélatonine pinéale, elle, n'est produite que la nuit, à condition que l'horloge biologique ne soit pas perturbée. Ouais, exact. Si l'horloge biologique est perturbée, la production sera moindre, voire considérablement réduite, petit à petit. Enfin, il y a un certain nombre de facteurs. Et finalement, voilà, ma formation, ça va être, elle nous apporte beaucoup, elle nous amène beaucoup sur le BDNF et sur la mélatonine. Et puis de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on perturbe la production de ces molécules sacrées, qu'est-ce qui fait qu'on puisse améliorer cette production qui sont les antioxydants, mais c'est réducteur de dire antioxydants parce que l'une comme l'autre, que ce soit le BDNF ou la mélatonine, ça a des propriétés antioxydantes extrêmement puissantes, anti-inflammatoires, anti-obésité, anti-troubles des comportements alimentaires, anti-problèmes métaboliques, anti-résistance à l'insuline, anti-cancer. Et pour la mélatonine, ils disent même anti-aging, quoi. C'est vraiment anti-vieillissement. Oui, ben, c'est ça. Ben, dès que tu contrôles avec ces molécules-là le vieillissement de la cellule, le cortisol, ça la baisse énormément le cortisol aussi. Bon, et la mélatonine, elle est fabriquée par les mitochondries. Donc, c'est fabriqué par les mitochondries pour les mitochondries. Oh, altruiste, les gars. Et les pinéalocytes, les cellules de la glande pinéale qui fabriquent la mélatonine et qui sécrètent la mélatonine, ce sont c'est blindé de mitochondries. C'est un sac de mitochondries. Et si tu veux, elles sont très efficaces quand elles s'organisent. Elles ont une transformation morphologique dans le cycle jour-nuit. C'est-à-dire que ça va très vite. Ça ne se fait pas sur des dizaines d'années. Dans la journée, les mitochondries dans la glande pinéale se fragmentent. Et la nuit, elles se reconnectent, elles se refusionnent pour être de plus en plus performantes. Et il y a tout un tas de facteurs dans nos habitudes de vie, dont des choses qu'on néglige profondément, comme la pollution liée aux lumières artificielles, l'utilisation des écrans de télé, des ordinateurs qui envoient des lumières bleues et qui contribuent considérablement à perturber ce fonctionnement de la glande pinéale. Et il y a plein d'autres facteurs. Il y a plein d'autres facteurs. Je ne vais pas tous les citer ce soir. Ouais, je pense que le but, c'est que les gens aillent se former avec la formation. Voilà, évidemment, on va la filmer en salle pour l'offrir en ligne aussi. C'était le concept pour tous les gens de la France et des autres pays, en fait, qui ne peuvent pas physiquement venir. D'un contexte quand même de pandémie, on sent qu'il y a une certaine fragilité pour les gens à faire des déplacements, aller en salle. C'est encore un peu... les gens ils ont un peu peur. Là. Il y en a que c'est par... soit c'est la loi on a tout à fait le droit d'enseigner, il n'y a pas de problème là, dans le contexte. Et il y en a qui physiquement se déplacer pour aller dans des endroits comme ça, ils ont de la difficulté, mais quoi qu'il en soit, la formation va être filmée. On aura des bons participants au moins. Oui, c'est ça, exactement. Ce que je comprends bien, en fait, c'est qu'il va y avoir dans la formation beaucoup de trucs concernant l'hygiène de vie. Parce que si on regarde la respiration, c'est fondamental au niveau de la cellule, évidemment. Mais si on s'en va à toutes les choses possibles d'un déficit qu'on peut dire au niveau de la mitochondrie, ce que tu vas nous dire, c'est évidemment, c'est la mitochondrie qui produit la mélatonine, est-ce que j'ai bien compris? Oui. Donc, si la mitochondrie ne va pas bien, la mélatonine est moins bien produite, donc il y a plus d'inflammation dans le corps, moins bon sommeil récupérateur, moins de tout ce que ça implique, en fait. Donc, c'est un effet de... Ça favorise l'obésité. Voilà, c'est ça. Quand il y a un déficit de production du BDNF ou de la mélatonine, et les deux sont liés, parce que la mélatonine dans la nuit va favoriser la production de BDNF dans la journée, c'est-à-dire que ça... Il y a, à moins d'être inactif dans la journée, d'être complètement inactif physiquement et cérébralement, c'est sûr que l'idéal
des habitudes de vie, il n'est pas facile à obtenir pour tout le monde, mais il y a un certain nombre de sources de pollution finalement de notre système pour la production de ces antioxydants, de ces molécules magiques pour notre corps. Il y a un certain nombre de choses qui sont ignorées, si tu veux. On sait tous que c'est pas bon pour la santé de fumer, de boire de l'alcool de manière chronique. Il y a des choses qui sont parfaitement identifiées et reconnues par tout le monde, mais par contre, tu vois, moi, j'étais pas du tout sensible auparavant aux notions à l'importance de l'horloge biologique et de ces perturbations, notamment liées aux lumières artificielles. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a troublé, quoi, qui m'a troublé. Et c'est hallucinant de voir à quel point ça a de l'influence. Je veux dire, tu vois, le personnel qui vole, le personnel de bord dans les avions, les hôtesses de l'air, les pilotes, etc., font plus de cancers. Les gens qui ont des horaires de travail décalés, qui travaillent la nuit ou qui sont alternés une semaine la journée, une semaine la nuit, tout ça. Toutes ces personnes-là font plus facilement tout un tas de troubles et qui sont associés à des troubles du sommeil, troubles de la santé mentale, troubles des comportements et notamment de l'appétit, de l'alimentation, tout ça. Et donc, hypertension artérielle également et résistance à l'insuline. Et si tu veux, immédiatement, tu as des problèmes inflammatoires qui sont associés. Et on a fait le tour de toutes les maladies qui causent des problèmes à l'heure actuelle. Et puis même d'un point de vue antiviral, je dirais, si on pense pour les gens qui ne pensent que Covid, la mélatonine, c'est un puissant antiviral et il y a plusieurs publications d'ailleurs sur l'effet de la mélatonine, y compris par rapport au coronavirus et au Covid. Oh, intéressant. Ouais. Ben, c'est dommage qu'en ce moment, il y a eu zéro emphase. En fait, tout a été pratiquement criminalisé. C'est drôle parce qu'on pense à les CHSLD ici pour les personnes âgées. Ils ont tout de suite retiré la vitamine D et le zinc pratiquement au départ du COVID, mais malheureusement, c'est des super produits pour lutter supposément contre la COVID. On se dit, mais mon Dieu, c'est quoi? On dirait un bûcher pour éliminer nos personnes âgées. Là. Les vaccins, c'est pareil. Il y a plein de personnes âgées qui meurent après les vaccins. Quelques jours après, on se dit, ben, injecter un virus, ben, en fait, pas injecter un virus, on peut dire que les nouveaux vaccins ARN assez particuliers, on n'entend pas trop dans le sujet, mais ça demande quand même un effort au niveau du corps pour combattre quelque chose ou s'adapter à quelque chose. Tu ne mets pas ça dans le corps d'une personne de 110 ans. C'est complètement ridicule. Il y a plein de morts en ce moment par rapport à ça. Puis on se dit, la fondation de la santé, c'est pas ça. C'est une protection naturelle faite par les cellules, par l'immunité, etc. Là, c'est pas. Oui, je peux comprendre qu'il y a du bon, mais je crois qu'on s'écarte un peu de la fondation de la santé. Puis ça devrait être un plus. Éduquer les gens sur la santé. Puis ensuite, on peut aller chercher quelque chose de plus avec certaines autres méthodes. Là. Mais ne jamais retirer les vitamines, les suppléments des gens, mon Dieu, les empêcher d'aller dehors, puis de respirer, puis de... Le CO2, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toute cette régulation et dans toute la santé, dans tout le fonctionnement, le bon fonctionnement des mitochondries, si on veut vraiment se résumer aux points les plus essentiels, nos pires ennemis sont le dioxyde de carbone, et ça, qu'on le veuille ou non, inactivité physique plus port du masque, ça fait monter. Et le sucre. On rajoute les soirées Netflix avec tout ça. Les deux sont liés parce que plus tu vas avoir du dioxyde de carbone dans le corps et plus tu vas avoir envie de manger du sucre. Et vice-versa. Plus tu manges du sucre et plus tu as tendance à diminuer ta sensibilité au dioxyde de carbone. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas quelque chose que je connais. Oui, ça, c'est une notion qui est hyper importante, ça, la sensibilité au dioxyde de carbone. C'est un peu comme tout, on arrive à s'accoutumer.
C'est-à-dire que le corps se met sur un mode de fonctionnement différent. Et l'exposition chronique au dioxyde de carbone même modifie les cercles de régulation. Tu vois, une exposition aiguë chez quelqu'un qui n'a jamais été exposé au dioxyde de carbone va faire intervenir certains centres de régulation, notamment impliquant la sérotonine. Mm-hmm. Et en fait, une fois que tu as été exposé de manière chronique au CO2, la réaction impliquant la sérotonine disparaît, enfin, ou s'atténue, et compensée par une plus grande inhibition de production de GABA. OK. Ouais. Donc, Intéressant. Est-ce que tu as vu dans tes recherches par rapport à ça? Parce que, veux pas, si on parle d'augmentation du CO2, donc une diminution de l'oxygène cellulaire, j'imagine, dans le ratio, les gens qui vivent en altitude, etc., il y a une raréfication qui va se passer au niveau de l'oxygène. Donc, j'imagine que le CO2 devrait être plus élevé dans ces régions-là. Je ne sais pas s'ils ont fait des liens avec l'alimentation et ces choses-là. Puis... oui, ben oui, j'en ai à l'appel. Des publications sur l'acclimatation en altitude, dans les sous-marins. Ouais, intéressant. Ouais. Donc, ouais, c'est des sujets qui ont été vraiment bien étudiés depuis longtemps. Maintenant, il y a des choses, là, comme je te dis, le fait que la réponse et le mode de réponse des centres neurologiques et modifie en fonction de ton vécu. C'est des considérations qui ont été mises en évidence plus récemment. Mais voilà, systématiquement, je veux dire, aujourd'hui, on sait que une exposition au CO2 chez les enfants, qui plus est, enfin, même dès le fœtus, dès l'âge fœtal, et pendant la petite enfance, des expositions chroniques au CO2 vont considérablement perturber toute la régulation des centres supérieurs de l'alimentation. C'est-à-dire que ça favorise l'hyperalimentation, l'hyperphagie et l'obésité, et la résistance à l'insuline, et l'hypertension. C'est majeur. Comme tu disais, tu parlais du zinc tout à l'heure. Le zinc aussi, c'est lié à la fonction mitochondriale et aussi à la fonction c'est-à-dire que l'exposition au dioxyde de carbone a tendance à oxyder les globules rouges et à ne plus, à rendre plus difficile le transport de l'oxygène. Donc ça joue vraiment sur tous les tableaux. Et là, le zinc est super important. Donc plus tu vas exposer les gens, faire porter le masque et ne pas conseiller certains compléments comme le zinc, c'est sûr que ça joue sur plusieurs tableaux. Et au final, pour le clinicien, parce que j'ai compris que c'était un petit peu la question qui t'intéressait, on va avoir... On va effectivement on va passer en revue tout ce qui est bon et tout ce qui n'est pas bon pour la fonction mitochondriale, et qui joue donc c'est notre production d'énergie, donc c'est notre vitalité. Plus nos mitochondries fonctionnent bien et plus on est en forme, plus on a de l'énergie et plus on est heureux. Parce que le lien avec la santé mentale est manifeste. Tu as parlé de la sérotonine déjà tantôt aussi. Et donc, on va passer en revue comment optimiser la fonction mitochondriale sans oublier un certain nombre de facteurs qu'on néglige profondément tous les jours, que ce soit pour l'entraîneur sportif ou pour le thérapeute. Je veux dire, tu peux donner tous les compléments alimentaires du monde ou quoi que ce soit. S'il n'y a pas un bon sommeil, ça ne marchera pas. Exact. C'est au cours du sommeil, avec la production de la mélatonine pinéale, que les tissus se réparent. Et ce n'est pas autrement. Exactement.
D'un sommeil profond aussi qui va avoir une production de l'hormone de croissance, etc. Donc, ça, on a vraiment besoin de la mélatonine en support aussi là-dedans là, pour Voilà. d'autres effets métaboliques. Mais je crois que, est-ce que les entraîneurs, je vais voir si je peux tourner ma caméra comme ça, puis ça fonctionne. OK, ça a l'air bon. Excellent. Est-ce que, ben, ça devrait donner un argumentaire aussi, je crois, aux préparateurs physiques, aux entraîneurs qui, en ce moment, sont un peu coincés, qui ne peuvent pas entraîner les gens, sauf qu'ils peuvent. Ils auront peut-être un argumentaire pour aider les gens à s'entraîner à domicile, comprendre l'importance de continuer à faire du sport d'ici à ce que les salles réouvrent. Bien sûr. Enfin, j'espère. Est-ce que c'est dans ton mandat? Je veux dire, parce que là où c'est important aussi, J'ai le bébé là, on qui va, crie. on va passer en revue, si tu veux, comment identifier, tu vois, des situations. Euh, euh, il y a des symptômes qu'on ne sait pas percevoir, qu'on ne comprend pas forcément. Par exemple, tu vois, les troubles du sommeil ou les perturbations du sommeil, on pourrait avoir tendance à dire que ça peut avoir des tas d'origines Ouais. possibles. C'est difficile de dire forcément que ça va être lié à tel problème ou à tel problème. C'est pas évident, mais on a un certain nombre là de symptômes qui sont des symptômes un peu banaux, on va dire. Tu vois, des maux de tête le matin au réveil, de la fatigue, une baisse du mental, baisse de la motivation. Tout ça ce sont des signes. C'est l'expression d'un déséquilibre neurobiologique qui est associé à la dysfonction mitochondriale et notamment à la diminution de la production de mélatonine nocturne et du BDNF diurne. Mm-hmm. Voilà. Donc, pour le clinicien, pour l'entraîneur, je veux dire, les clés majeures que je vais apporter, ben, c'est comment identifier les problèmes, parce que tu n'auras jamais quelqu'un qui va te dire, je crois que j'ai une dysfonction mitochondriale. Non, ben, c'est Mais à ça. partir du moment où il commence à y avoir des plaintes d'ordre général et chronique, il y a forcément, voilà, Ça vient avec. voilà, c'est inévitablement impliqué. Je veux dire que de la fatigue au cancer en phase terminale, c'est un continuum. C'est un continuum dans le temps qui va vers une dysfonction mitochondriale de plus en plus importante et de plus en plus de mitochondries qui sont de moins en moins performantes pour produire de l'énergie, mais qui en même temps produisent de plus en plus de stress oxydatif, Mm-hmm. sans être capable de produire les molécules antioxydantes pour s'autoprotéger. Donc, Ben, voilà, ça qui arrive, c'est que le corps. Oups, je m'entends en écho. Je ne sais pas si quelqu'un a fermé votre micro, s'il vous plaît. Peut-être Frédéric Tessier qui vient de se connecter. Bon, le corps ne tombe pas malade en une journée. Hein? Ça, c'est les gens, tout allait bien, puis il est tombé malade, il y a eu un cancer. Ben, on cultive notre cancer. Là. Ça veut dire que la santé est défaillante, ça fait très longtemps, mais que peut-être dans le conscient, vu qu'à chaque jour, on se réveille, on fait notre petit train-train, on n'est pas conscient de l'état d'où qu'on est. T'sais. Ça, la seule façon, moi, je le vois, je fais des déplacements au sol. Je suis avec mon enfant, je suis au sol, je me relève un peu comme un grand-père, je m'appuie, j'ai mal dans les genoux, je fais waouh, c'est très loin d'il y a 5 ans quand j'avais mon gym, puis que je faisais des routines d'entraînement au sol, puis je me relevais facilement, je faisais des sauts. Là, je sais que mentalement, je n'ai pas le goût de le faire, mais physiquement, le corps ne suit pas aussi. Mais je n'ai pas le cancer là, en ce moment. C'est juste pour dire qu'il y a une détérioration graduelle de la santé. Mais tant que les gens ne valident pas par tout ce qu'ils font, c'est aller au travail, aller à la maison, s'asseoir sur le sofa, ils ne peuvent pas comparer avec rien. Sinon, ils vont dire ah, je vieillis, c'est l'âge, c'est normal. Ben, c'est pas tant normal. L'être humain, à la base, est un chasseur quand même. Il est supposé avoir une période juvénile assez longue, une période qui est compétitive, une assez longue période de la vie, et ensuite, ben, tomber rapidement vers la mort. Mais on n'est pas supposé d'être comme en ce moment, on dirait qu'on meurt longtemps. C'est un peu ça, le problème. En fait, on a énormément de mauvaises habitudes de vie Mm-hmm. entre toutes les sortes de pollutions qui existent
dans notre environnement actuel, on est exposé à certaines pollutions qui altèrent notre fonction mitochondriale et dont la qualité de notre sommeil réparateur dépend de nos capacités réparatrices. Tu vieillis d'autant plus vite et d'autant plus mal que ces capacités réparatrices sont faibles. Et ces capacités réparatrices sont intimement liées à la qualité de ton sommeil, qui soit bien structuré, régulier et avec une production de mélatonine pinéale consistante, qui a vraiment un effet anti-vieillissement, anti-aging, anti-inflammatoire, antioxydante, anti-cancer, tout ce que tu veux. Et vraiment, notre mode de vie, par ce qu'on mange, par les médicaments qu'on prend pour un oui, pour un non, parce qu'on a un petit bobo quelque part, parce qu'on a envie de mieux dormir, parce qu'on a envie d'être moins triste, quasiment toutes les médications très courantes et que j'appellerais de confort ont un impact négatif sur la fonction mitochondriale et la production de mélatonine nocturne. Donc, tu vois, il y a, au-delà de la pollution électromagnétique, la pollution de l'air, la pollution de ça, la pollution par la lumière est un truc majeur. Sonore, même, maintenant, dans les grands centres urbains, c'est quelque chose. Il y a vraiment beaucoup de... Il n'y a pas que, je veux dire, pour être en forme, il n'y a pas besoin de souffrir. Il y a des clés magiques. Il faut les connaître. C'est essentiel. Ça change tout. Je veux dire que voilà, quelqu'un un sportif qui est en saturation de performance ou qui travaille et qui est contre-performance, et qu'il y a des clés qui sont mal utilisées ou des verrous qui ne sont pas ouverts. Donc il faut. Je vais faire une parenthèse. De prendre tous ces éléments en considération. Est-ce qu'il n'y a pas dans ces habitudes de vie des consommations de médicaments, de drogues, de perturbations de l'horloge biologique? Bon, je n'ai pas la liste exhaustive, voilà, on pourrait la voir. Par exemple, tu vois, le café. Le café, au-dessus de 60 tasses de café par an, ça nuit à la production de mélatonine. Et merde. Pour te donner un ordre d'idée. Voilà, tu vois. Je bois ça par jour. Non, c'est des blagues. Ouais. Mais on déconne, là, mais j'aimerais faire une petite parenthèse avec le système nerveux et la performance. Mais avant, ce que tu disais sur les médicaments, c'est très intéressant au niveau de la performance de mitochondrie, parce que c'est sûr que les gens voient ça comme un confort, comme tu dis, j'ai bien aimé le terme, mais en fait, un médicament, c'est un paquet d'effets secondaires dont il y en a un qui est positif pour ta condition. C'est malheureux, mais c'est qu'un tas d'effets secondaires. Si tu es en septicémie, je ne vais pas te dire qu'il ne faut pas prendre d'antibiotiques, parce que les antibiotiques, ça nuit aux mitochondries. Même si c'est vrai, mais je veux dire, bon, bah, voilà, tu as une septicémie. Oui, c'est ça. Il y a des choix à faire aussi. Là. Il y a des choses qui sont positives là, à la médication. Voilà. Mais bon, si tu prends un comprimé d'anti-inflammatoire, d'INS, d'ibuprofène, d'Advil ou de je ne sais pas quoi, dès que tu as une petite misère, c'est pas 30 services au final. Non, exactement. Des fois, les gens sont juste déshydratés ou ils ne respirent pas assez ou n'importe quoi. Éteindre l'alarme, c'est chasser les voleurs. Ouais. Par rapport aux sportifs, je vais te laisser finir ta phrase. Non, vas-y. OK. Ben, c'est dur, on essaie de se synchroniser, puis d'habitude, quand la personne ferme la bouche, ben là, c'est le temps d'ouvrir. Ben là, des fois, il y a des petits délais avec la communication. Là. Par rapport au système nerveux central, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si l'athlète est en fatigue, plus qu'il va être fatigué, plus qu'il va faire des mauvais choix. Bon, c'est au niveau de l'alimentation, premièrement. Puis là, ben, il va commencer à manger des sucres rapides. On va commencer à transformer sa diète. Puis ça va créer une production de neurotransmetteurs qui va être différente. Il va moins bien dormir, il va prendre plus de café. Il va jouer au yo-yo un peu, comme on pourrait dire, avec son énergie, de un. Mais de deux, ce qui va arriver, c'est que le corps va devoir désenflammer ces processus-là. Donc, il va être en train de combattre l'inflammation, donc de demander encore plus d'énergie au niveau des mitochondries.
Puis là, ben, c'est là que la roue sans fin devient vraiment problématique parce que la personne est dans un cycle de performance et elle ne veut pas. La plupart des gens, ils ne veulent pas se reposer. Les athlètes ne prennent pas en considération le repos comme quelque chose d'important. C'est important de se reposer. Depuis la nuit des temps, tu vas chasser, tu mets ta vie en danger. Tu combats, ben, tu as besoin de le repos du guerrier. Là. C'est important. Puis là, c'est aussi bon, le métabolisme. J'ai le problème avec mes enfants. Ouais. Qui sont pour certains très sportifs, voire même assez athlétiques. Hein. Ils veulent pas, ils veulent rien entendre. Puis quand c'est les parents qui disent, tu sais. Ils n'écoutent pas, ça c'est sûr. Mais regarde un lion, regarde les animaux, regarde les félins. C'est des athlètes incroyables, mais ils ne sont pas tout le temps en train de s'entraîner. Là. Quand ils bougent, c'est pour tuer ou jouer pour tuer. Si tu as besoin d'aller dans la souffrance, enfin bon, après, il y a peut-être des disciplines et des entraînements particuliers, mais d'une manière générale, si tu galères, si tu luttes et que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une clé qui n'a pas été bien choisie, qui n'a pas été déverrouillée. Je veux dire, c'est comme tu demandes à quelqu'un de maigrir. Si la personne, elle bouffe parce qu'elle est déréglée neurobiologiquement, parce que elle dort mal pour une raison ou pour une autre, tu peux pas. Par contre, tu peux changer la neurobiologie en changeant des petits détails. Et le simple fait peut-être de se coucher plus régulièrement, de faire attention, de baisser l'intensité lumineuse dès qu'il fait nuit dehors, de ne pas t'exposer à des lumières violentes, de te coucher à l'optimum, aux horaires optimum pour avoir le meilleur pic de mélatonine nocturne, etc. Toutes ces considérations-là il faut vraiment comprendre que c'est ça qui change tout. Je veux dire, si le sommeil, c'est une clé hallucinante, c'est une clé primaire et qui est fortement liée à la qualité de la respiration. Tu ne peux pas avoir un bon sommeil avec une mauvaise respiration. C'est vraiment essentiel. Si tu n'as pas ça, pour la personne, enfin, je veux dire, c'est aussi dur de se priver de sucre qu'un drogué à la cocaïne ou à l'héroïne de ne pas avoir sa dose. C'est des mécanismes de survie cellulaire aussi. Là. Donc, donc le but, moi, c'est vraiment d'apporter des clés, pour la performance et pour arriver à des objectifs de performance et de santé, mais les clés qu'il faut déverrouiller en tout premier lieu. Je veux dire, ça ne sert à rien de lutter à faire des heures et des heures et des heures de sport et de sacrifices sur l'alimentation et tout ce que tu veux. Dans la lutte et dans la souffrance, parce que tu n'as pas réglé un problème de sommeil, tu vois. On rame à contre-courant. Là. Voilà, exactement. Ouais. C'est ça. OK, parfait. Bon, ben génial. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions. Si c'est le cas, faites apparaître votre caméra. On va la voir ici sur le truc. Ça va me faire plaisir de répondre. Sinon, vous pourrez poser les questions peut-être. J'ai vu que Frédéric est en auto tantôt. Il s'était connecté. Peut-être écrire dans un endroit plus sécuritaire. Sinon, vous pouvez ouvrir votre micro. On va juste essayer d'y aller une personne à la fois. Sinon, j'espère qu'il y a des gens qui sont motivés à venir faire la formation. Comme je vous avais dit, pour les gens en Europe qui sont partis se coucher, comme je peux voir dans la liste des gens, vous pourrez voir la rediffusion prochainement. Je vais l'envoyer sur les médias sociaux, mais ça risque de prendre quelques temps, j'imagine. Probablement que la formation va être donnée d'avance. Donc, voilà. Puis j'espère qu'on va vous voir sur Montréal. En fait, on va être au Cabalus à la Prairie, en fait, sur la Prairie à Montréal, dans le centre, en fait, d'Anthony Borsellino, qui travaille avec nous, le naturopathe. Voilà, j'ai bien hâte de vous voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des événements en salle. Le dernier, c'était Mianic. Puis voilà, je n'ai pas été lire sur les pages. J'avais invité les gens à aller écrire sur les pages tantôt. Sinon, qu'est-ce qu'on ira faire? C'est qu'on ira lire directement sur les pages, puis que je ferai un petit tag pour le docteur Thomas s'il n'est pas allé voir sur toutes les pages.
pour répondre du mieux qu'on peut à vos questions. Donc, voilà, sur le lien de la formation et sur la page institutneuroperformance.com. Salut Fred. institutneuroperformance.com. On s'en va, je vais faire la petite démarche avec vous juste pour qu'on puisse comprendre comment ça marche. institutneuroperformance.com. On a la section événements, la catégorie, calendrier dans les onglets. Je vais essayer de poster le lien dans les pages. Sinon, il y a plusieurs publications qu'on a faites déjà, là, et ça va vous amener à la page du mois ici. Si vous cliquez sur le 12, on a ici l'optimisation mitochondriale et ça vous amène à la page d'inscription pour l'événement ici. Voilà, ça vaut la peine. Elle n'est toujours pas en ligne. On va la filmer cette journée-là. On va faire la préparation de tout cela. Puis voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues? Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu le chat. Y a-t-il un chat ici? Non. C'est pas top. D'habitude, je fais ça avec mon iPad. Puis là, on dirait que sur le iPhone, je n'ai pas accès à toutes les informations visuelles que je devrais avoir en temps normal. Converser. Non. Pas de questions. Tout le monde est content. Excellent. Ben, je pense que tu l'en as mis plein la vue. J'espère que vous avez apprécié. Je peux dire un petit merci dans la conversation. On devrait être capable de tous voir ça. Donc, un énorme merci, Dr. Thomas. Je ne sais pas si tu as d'autres petits trucs que tu aimerais dire aux gens. Peut-être, y a-t-il d'autres choses que tu crois qu'ils vont voir dans les grandes lignes? Est-ce qu'ils vont avoir un document? Est-ce qu'ils vont avoir concrètement les grandes lignes de la formation? Bah écoute, as-tu un genre des documents, moi je vais donner tout ce que j'ai, hein, c'est-à-dire que mes fiches de travail, alors c'est pas structuré comme un cours, hein, mais toutes mes références et toutes mes fiches de travail, je vais les donner. Et puis, je pense qu'on va, à partir de ça aussi, faire des schémas de synthèse récapitulatifs pour intégrer dans la formation vidéo. Si tu veux, là, j'ai déjà... Voilà, j'ai toutes mes fiches de travail, entre guillemets, avec des synthèses texte, thème par thème, même si souvent ça se recoupe un peu. Voilà, mais je dois avoir, je ne sais pas moi, une quinzaine ou une vingtaine de dossiers, de fichiers texte et puis quelques synthèses visuelles avec des flèches et les interactions des éléments les uns avec les autres. Voilà, j'ai quelques posters. OK, parfait. Super. Ouais, quelques visuels, etc. Ouais. Avec toutes les références qui renvoient à la bibliographie. Donc, tout est bien référencé au moins. Parfait. Ben, super. C'est ça, il y a un travail de recherche en arrière de ça. Je vais peut-être fournir des documents aux gens sur la neurologie impliquée derrière la respiration, puis les structures articulaires aussi impliquées, musculaires. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait monter dans le document pour ceux qui vont venir faire la formation. Évidemment, ceux qui vont venir en salle, ils vont pouvoir avoir accès aux cours en ligne aussi. Là. Évidemment, ils vont être sur la plateforme en ligne. Donc, ça, c'est intéressant. Les gens vont pouvoir le réécouter ensuite. Puis pouvoir télécharger les documents en même temps de tout ça. C'est bon, c'est toujours important pour nous d'avoir on travaille avec des groupes privés sur Facebook aussi. Donc, vous pouvez toujours poser vos questions par rapport à ça, parler de vos histoires de cas, etc. Donc, on peut interagir ensemble pour vous aider à atteindre vos objectifs, en fait. Donc, il y a ça qui est cool avec New Era, en fait, ce qu'on fait maintenant. New Era, qui est la transition de l'Institut Neuroperformance, en fait. Toujours des petits problèmes avec les fournisseurs web, là, à tout changer les noms, mais c'est en route et ça va bien. Bon, ben, hey, un énorme merci. Je vous laisse aller souper ou dîner en France, peu importe, ou dodo, comme vous voulez. Mais moi, je crève la dalle. Bon appétit. Ben oui, merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci à tous. Super gentil. Bonne soirée. Bye. À bientôt. Bye.